Dans le podcast AWS en français, aujourd'hui, comment une grande entreprise du CAC 40 organise sa migration dans le cloud. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous le savez, c'est tous les vendredis matins, 7h, 7h30. C'est dans vos applications de podcast sur vos téléphones, Apple, Google, Deezer, Spotify. On me dit souvent que j'oublie de citer Amazon Music, donc Amazon Music également. Et puis toutes les bonnes applications de podcast, j'ai l'habitude de dire. Vous êtes nombreux à nous écouter sur le web aussi. N'hésitez pas à vous abonner dans les applications de podcast, comme ça vous recevez un nouvel épisode tous les jours. Aujourd'hui, on va parler de migration dans le cloud, d'un voyage. Un long voyage de plusieurs années qui a été entrepris par Engie, et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Poncin. Tu es Monsieur Cloud du groupe Engie, pas juste Engie France, mais tu vas nous expliquer ça. Engie, c'est quoi ? Alors, avant de rentrer sur Engie, je crois qu'il est intéressant de remettre de contexte, de parler de raison d'être. C'est pourquoi Engie, c'est quoi l'étoile du Nord, quelque part de la société. La mission. Et donc la mission d'aujourd'hui d'Engie, et ça va transparaître dans les métiers, c'est d'accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Donc c'est choisir des solutions plus sobres en énergie, plus respectueuses de l'environnement. Alors cela étant dit, qu'est-ce que ça veut dire derrière en termes d'Engie, en termes d'entité ? Ça veut dire d'abord une implantation qui n'est pas effectivement que française. Ça veut dire peut-être un quart en France, mais des collègues aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, des collègues en Asie, des collègues dans le reste de l'Europe. Et ce, pour des métiers extrêmement variés, qui sont tous effectivement centrés sur cette raison d'être. Sur l'énergie. Centrés sur l'énergie, centrés sur la transition, et qui vont se retrouver quelque part catalogués en un élément de renouvelable. Alors renouvelable, ça va être de l'éolien, ça va être du solaire, qui vont être également catégorisés en infrastructure. On peut penser tout ce qui est tuyaux pour du gaz. Alors, des plus gros tuyaux, pas le tuyau qui arrive dans la maison de chacun de chez soi, mais vraiment de l'infrastructure gazière, le stockage gazier également. Autre élément, c'est les éléments de solution. Alors, solution, vous pourrez penser à comment améliorer la performance énergétique de telle société, mais vous pensez également mettre en œuvre les éléments correspondants. On va y retrouver des réseaux de chaud, des réseaux de froid, à l'échelle d'une ville, Paris par exemple. Et autre point également, autre entité, autre partie d'Engie, c'est tout l'élément de production qu'on pourrait considérer de plus classique, des centrales au gaz, des éléments de fourniture d'énergie aux particuliers, aux collectivités, qui sont également en termes de transformation sur des axes d'adoption de nouveaux types de production ou de stockage. Là, on va parler de batteries, on va parler de stockage d'énergie, par exemple sur des solutions de pompage. Et donc, un certain nombre d'éléments que l'on ne va pas toujours penser en se disant Engie, c'est quoi ? Engie, oui, c'est ce qu'on a aujourd'hui peut-être pour certains en France derrière une facture. C'est beaucoup plus que ça. Que la facture de gaz et d'électricité que je reçois à la fin du mois. Effectivement. Et pour lier cet ensemble, on a également un élément qui est de l'ordre de raccorder les bouts, quelque part, de pouvoir aligner l'offre et la demande, aligner les contrats long terme par rapport à la demande d'approvisionnement. Et ça, c'est une activité qu'on va porter sur du trading, qu'on va porter sur de l'optimisation de l'ensemble du modèle. C'est-à-dire vendre et acheter de l'électricité ? Alors, c'est vendre, acheter l'électricité, c'est quelque part s'assurer que le prix est figé. Si demain quelqu'un veut avoir un contrat avec un prix un peu figé et que les prix du marché varient, il faut bien quelque part au milieu un acteur qui va permettre de garantir le prix et prendre le risque sur le métier, pour mettre les positions sur le marché pour obtenir ce résultat-là. Alors ça fait beaucoup d'activités dans plein de pays différents. Tu as dit combien de pays ? Alors aujourd'hui, Engie, c'est une trentaine de pays. Et cette trentaine de pays sont aujourd'hui relativement stabilisés. Engie a fait l'objet d'une transformation également. Quand je dis Engie aujourd'hui, ce n'est plus le Engie d'il y a encore 2 ou 3 ans. Il y a tout un pôle service qui a été transféré à Bouygues, qui s'appelle aujourd'hui Equens. Et donc aujourd'hui, ce sont surtout des assets, de l'équipement avec un élément d'investissement important
les éléments qui sont plus de l'ordre du service sont aujourd'hui sortis du périmètre. Alors je suppose que pour tourner ce groupe sur 30 pays, pour faire fonctionner ce groupe sur une trentaine de pays, vous aviez des data centers, vous en avez encore quelques-uns, mais vous avez commencé à réfléchir à migrer vers le cloud. Quand et pourquoi ? Alors quand et pourquoi ? Effectivement, on a commencé à migrer vers le cloud vers 2016. Donc un précurseur, en tout cas en France, 2016, on est en 2024, ça fait 8 ans déjà. Effectivement, en France, c'était probablement dans les acteurs qui ont pris la balle au bon. Aujourd'hui, ça devient un peu normal. À l'époque, c'était inhabituel. Alors, il faut expliquer le contexte. Pourquoi ce choix et se replacer dans le contexte Engie en 2016 et revenir sur le nom Engie. Alors on ne se rend pas toujours compte, mais Engie, c'est une marque qui n'existe que depuis 2016. 1er janvier 2016, go live. Engie apparaît. Précédemment appelé GDF Suez, avec précédemment des marques comme GDF et plein d'autres. En France, il y a une volonté de construire un esprit de société, d'intégration des différents intervenants au sein d'une même marque, d'une même ambition. Cela s'est traduit par une volonté également d'avoir un outil commun. Et donc au 1er janvier 2016 est apparue, outre la marque, également une adoption du cloud au sens de Office 365. C'était là le point commun rassemblant des collègues du Chili à l'Australie. Et cela a quelque part fait école. Cela a permis de dire non, nous ne sommes pas contraints par nos modes de pensée historiques de gestion d'infrastructures, de gestion d'un data center avec des VM dans un data center, mais nous pouvons regarder ailleurs et regarder autrement. Quel était le motivateur alors ? Alors, le motivateur, donc ça c'est quelque part l'enabler, c'est la mise en capacité. Le motivateur, c'est si l'on veut devenir plus digital. Et à l'époque, devenir plus digital, c'est transcrit par la création d'une filiale, d'un studio digital. Donc, Engie Digital a été mis sur les fonds baptismaux, a quelque part dû être staffé, mais ce n'est pas le staff qui permet de construire les plateformes, c'est la capacité de faire qui met en place ces plateformes. Et cette capacité de faire était insuffisante si on se basait sur l'existant, si on se basait sur le paradigme de VM dans un data center, en particulier si ces VM sont opérés dans un mode très itilien, si on peut dire ça ainsi. Où il faut ouvrir un ticket au support si on veut avoir une VM, il faut attendre quelques jours pour l'avoir. Alors il faut trouver l'endroit où demander le ticket, il faut le demander de la bonne façon, et je ne veux pas dire que c'est poliment, mais en remplissant suffisamment de cases, et puis il faut attendre suffisamment longtemps. Alors longtemps, c'est en ordre de jours, voire en ordre de semaines, si on veut demander des demandes plus complexes. Et donc cette désintermédiation était nécessaire. C'était quelque part redonner le contrôle à des personnes au sein de l'IT qui souhaitaient réaliser, qui souhaitaient innover, mais qui n'avaient pas forcément cette capacité. Mais quand on veut enabler un business aussi grand que celui d'Engie, que celui que tu as décrit, à utiliser le cloud, par où on commence ? C'est quoi le point de départ ? C'est quoi le premier grand chantier qui a été mis en œuvre ? Alors, le premier chantier, c'est la construction de quelques plateformes au sein d'Engie Digital. Par exemple ? Et ça prend du temps. On parle là de gestion prédictive. On parle là de volonté de suivi intelligent du data warehouse. On parle là de suivi en operation and maintenance dans différentes sur différents équipements. Bref, un certain nombre d'éléments pour lesquels on ne trouvait pas des solutions sur étagère sur le marché et pour lesquels on a considéré qu'il était d'un avantage compétitif de les construire par nous-mêmes. Et en termes d'organisation, c'est ton équipe qui a été chargée dès le départ à mettre en place ces plateformes ? Alors non, c'était, comme je le disais, une entité dédiée qui a été construite pour Engie Digital. Je me suis retrouvé dans ce contexte-là à initier l'usage du cloud. C'était les premiers besoins. Mais, je dirais, après quelques mois, après une demi-année, on s'est rendu compte que ce n'était pas le seul endroit où le cloud faisait sens.
Derrière sont arrivés directement d'autres projets, plus ou moins visibles. Alors on y va de manière graduelle. On s'est dit, finalement, je veux mettre en place un nouveau site web institutionnel. Que dois-je faire ? Est-ce que je vais le remettre en data center ? Comment est-ce que je vais gérer mes deniers of service ? Comment je vais gérer la sécurité au sein de mon data center si je veux remettre mon site web là-bas ? Ou est-ce que je vais repartir quelque chose de plus moderne directement sur un cloud provider ? C'est ce choix-là qui a été fait à l'époque. Et de projet en projet, on a monté en gamme, on a monté en complexité. En 2017 est arrivé un nouveau sujet. C'était le sujet SAP. On était engagé dans une logique de transformation du SAP Finance. Il était initialement prévu pour partir on-premise, en data center. Et on s'est rendu compte que les attentes fonctionnelles, l'expression métier de la taille, de la mémoire, du CPU, de la rapidité de déploiement n'étaient pas compatibles avec le data center. En particulier, quand on se retrouve avec une centaine de développeurs sur le plateau qui disent moi, si j'ai pas la machine, je lève les mains du clavier et je ne sais plus avancer. Je suis bloqué. Et donc, le besoin de pouvoir rapidement déployer du SAP, ne fût-ce que pour de la non-production, afin de permettre de débloquer le projet, à générer à nouveau un trigger, à générer à nouveau un besoin de voir ailleurs que dans l'historique, ailleurs que dans la façon traditionnelle de faire les choses. Et à nouveau, ça a été un succès. Ça a été un succès sur la non-production, le projet a livré, et donc 6 mois après, à nouveau, on s'est dit, finalement, si ça fonctionne pour la non-production, regardons la prod. Est-ce qu'on peut faire pour la prod également ? Et effectivement, les gabarits étaient là, la façon de fonctionner était posée, on avait quelque part des procédures, des process qui étaient validés. Et donc, dans ce contexte-là, allons-y. Et donc, on est arrivé en 2018 avec une solution SAP pour le groupe, posée sur AWS et tout à fait fonctionnelle. Et c'est là, quelque part, qu'on peut se dire que, est-ce qu'on a bien fait ? Parce que généralement, on tire des plans sur la comète. On se dit, est-ce que je peux pas ? Mais il faut toujours pouvoir regarder dans le miroir. Regarder en rétroviseur sur, j'ai fait un projet, est-ce que j'en ai tiré des bénéfices ? Et là, on s'est dit, oui. On a tiré des bénéfices sur la rapidité, on a tiré des bénéfices sur le design, parce que pas besoin d'avoir 2 machines de même capacité et de même dimension, etc., pour obtenir de la haute disponibilité. Je peux avoir une machine que je lance quand nécessaire. Pas besoin de prévoir dès T0 la taille maximale de mon stockage pour dans 3 ans. Et donc, ces éléments-là se sont révélés à ce moment-là. On s'est rendu compte que l'on pouvait optimiser différemment. Et donc on a pu, après un certain temps, après stabilisation de la plateforme, réaliser un TCO et se rendre compte qu'au final, on avait gagné 1 million par an. Voilà. Et donc de fil en aiguille, de projets simples en projets compliqués, on génère une émulation. Et donc d'autres business units ont envie aussi, ont besoin, plutôt qu'une envie, de dire moi aussi je voudrais migrer vers le cloud pour cela ou cela. Mais comment vous êtes arrivé à créer le groupe que tu diriges maintenant qui donne le ton, qui donne l'impulsion, qui définit le comment finalement pour les autres ? Alors il y a plusieurs éléments dans ta question. Il y a un premier élément qui est générer l'envie. Alors plus que générer l'envie, je crois que c'est mettre en capacité. Quand quelqu'un appréhende une technologie, il trouve un intérêt, il va la trouver naturelle pour son prochain projet. Et ça, on pourra revenir sur les éléments de training et autres d'enablement. L'autre élément, c'est plus un élément de structuration. Effectivement, initiative du cloud qui vient d'un corporate, et qui vise non pas à juste adopter le cloud pour le cloud, mais qui vise quelque part à transformer ce métier qu'est l'IT. Nous étions en 2015 avec un IT relativement traditionnel, une approche itilienne, comme je le mentionnais, du data center, des workloads correspondants, d'un outsourcing de l'activité d'opération. Et on s'est rendu compte qu'il fallait, si on voulait innover, si on voulait accélérer, prendre le problème par un autre bout. Et ça demandait
une transformation qui était extérieure même à cette filiale IT. Donc un corporate s'est dit là, oui, on doit mettre en place une suite de collaboration, on doit déployer cette capacité du cloud, comme d'autres sujets qui ont émergé au même moment, de remettre en place un proxy transverse, de remettre en place une brique d'authentification transverse qui était Okta. Et donc on se retrouvait dans la même mouvance un certain nombre de briques, de fondations technologiques qui ont été progressivement déployées. Alors sur le contexte du cloud, on a fait un choix qui était un choix minimaliste à l'époque. C'est un choix qui était de dire, oui, nous voulons quelque part définir une cible, nous voulons quelque part garder le contrôle, mais nous voulons surtout mettre les entités en capacité. Et quelque part, c'est à la fois garder un contrôle et accepter une prise de contrôle. Mais il ne faut pas le voir comme une perte de prise de contrôle, il faut le voir comme une mise en capacité, permettre aux gens d'innover. C'est un modèle de fédération, en quelque sorte. Vous donnez un outil extrêmement puissant au business unit et vous dites, ça y est, vous pouvez l'utiliser, mais en même temps, vous mettez en place des garde-fous en matière d'architecture, de sécurité, de coûts. Oui, c'est vraiment un modèle du grand frère, on va dire ça comme ça. Si on veut doper l'adoption, il faut rendre capable, il faut responsabiliser, et forcément, cela veut dire que pour chaque entité, on a choisi un modèle que tu peux qualifier de fédéré, que je qualifierais parfois de modèle de délégation, où chacun a son compte AWS, il n'y en a pas un, il y en a deux, un compte de production, un compte de non-production, sur lequel on va effectuer une mise en œuvre initiale qui est portée par le corporate, qui est une configuration, qui est immutable, oui, qui correspond quelque part à l'ancêtre qu'on peut retrouver aujourd'hui dans Control Tower, en tant que service manager AWS, même si on n'y a pas encore aujourd'hui cette capacité vraiment de délégation. Et derrière ça, c'est dire à tout un chacun, voilà vos comptes, ce sont les vôtres, vous êtes pleinement responsable de la sécurité de ceux qui s'y trouvent, dans un shared responsibility model par ailleurs. Vous êtes pleinement responsable des coûts correspondants, vous êtes pleinement responsable du bon choix d'architecture, et nous allons nous retrouver, nous, comme étant quelque part le grand frère qui peut vous aider quand nécessaire. Donc vous êtes un référent pour les différentes business units qui peuvent fournir du conseil ou de la validation. Et donc oui, c'est un élément de référence, c'est un élément de contrôle. Mais on essaye tant que possible de ne pas être dans le flux. Si une entité souhaite poser un projet, c'est son projet. Elle en est responsable. Vous n'êtes pas un goulet d'étranglement finalement. À partir du moment où on veut croître, on doit, de manière volontaire, se retirer du goulet. On doit être l'élément qui rend les choses possibles, mais certainement pas l'élément qui, de par le fait qu'il y a trop de tickets, de par le fait qu'il y ait trop de demandes, ralentit les choses. Et donc là, oui, on a mis en place du reporting, on a mis en place une capacité d'assistance, on a mis en place une capacité de transformation. Exemple, on parle de move to cloud, on parle d'adoption du cloud, et un des premiers éléments indispensables pour faire du move to cloud, c'est disposer d'une capacité réseau fonctionnelle entre les data centers préexistants qui sont en France ou à l'étranger, et le cloud. Et ça, c'est un projet au-delà de chaque business unit individuel. C'est vraiment Corp qui doit mettre en place les fondations qui permettent aux autres d'innover. Exactement. Ce besoin de transformation a été porté directement, initialement, par le Cloud Center of Excellence. Parce qu'il y avait nécessité de construire quelque chose de nouveau, qui était relativement unique, dans un monde qui était également en transformation. Si on se rappelle 2016, 2017, 2018, les annonces AWS au niveau réseau se sont succédées entre les Direct Connect, les Transit Gateway et Global Accelerator. Voilà, et tous les éléments correspondants, ça nous a amené à poser un design en 2016, en reposer un nouveau en 2017, en reposer un nouveau en 2018 et itérer. Itérer à chaque fois qu'il y avait plus de consommation, qu'il y avait un besoin différent, parce que si on se rappelle, irriguer
5-6 comptes en 2016 avec un Direct Connect. En direct, ça fonctionnait. Puis après, on a dû mettre une Transit Gateway, on a dû construire différemment, on a dû scaler. Et outre l'élément de transformer cette relation entre le on-prem, le data center, le réseau traditionnel et le cloud, on a également voulu effectuer ce transfert de connaissances. Nous avions une équipe réseau. Elle était là. Elle opérait du réseau. Donc il n'y avait pas de raison dans la durée de maintenir ce pilotage du sujet réseau par un Center of Excellence Cloud. Et donc partie de l'équation a été de les rendre capables, de les mettre en avant, de quelque part les rendre également propriétaires du service. Et ça, c'est quelque chose qui a été pleinement atteint, je dirais, fin 2018. Et après ça, ils sont partis tout seuls. C'est un bon exemple, et on va en reparler d'ailleurs dans le podcast AWS en français, parce qu'il y aura un épisode sur la migration réseau d'Engie dans quelques semaines. Mais donc je comprends bien ton approche de dire on délègue à nos business units, on les laisse innover, on leur donne les outils pour pouvoir innover. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont pas délégables? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut garder au niveau du Cloud Center of Excellence? Alors oui. Je suis un partisan d'un Cloud Center of Excellence le plus petit possible. Alors plus petit, ça veut dire à la taille d'Engie aujourd'hui, pour pouvoir porter la chose, ça va dire une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes pour supporter, je ne sais pas combien de business units, mais plus de 500 comptes AWS répartis sur la planète entière. Effectivement, derrière, il ne faut pas se leurrer, l'implantation dans le cloud est significative. Et quel que soit le cloud provider. Ici, on parle d'AWS, on pourrait dire la même chose sur Azure. Il y a Azure également. Aujourd'hui, l'implantation s'exprime allez, on va dire quelques chiffres. On parle de 10 000 VM. Je donne des ordres de magnitude. On va parler de milliers de databases. On va parler de pétas en termes de stockage. Et tout ça réparti de par le monde. Ce n'est certainement pas centré sur Paris. C'est aussi bien utilisé par les Chiliens qu'en Asie ou les Australiens. Et ça, il faut pouvoir le porter dans une activité propre à un corporate. Et donc vous avez 2 Cloud Center of Excellence globalement, un par Cloud Provider, un pour Azure, un pour AWS, avec une dizaine de personnes à chaque fois? Alors, j'ai essayé de faire quelque chose de plus hybride. Et donc, je n'ai pas voulu construire 2 équipes distinctes. Donc, on reste sur une équipe qui a les 2 compétences. Avec des compétences qui vont varier de personne à personne. Et j'ai d'excellents collègues qui connaissent bien AWS, j'en ai d'autres qui connaissent bien Azure. Avoir quelqu'un qui connaît bien les deux, c'est compliqué. Il faut les faire émerger, ça prend du temps, mais c'est l'oiseau rare. Je reviens sur ma question, c'est quoi les prérogatives du Cloud Center of Excellence? Alors, les prérogatives du Cloud Center of Excellence, aujourd'hui, par le passé et aujourd'hui, et je crois encore demain, c'est quelque part fournir les éléments d'alignement avec les politiques. Alors, il y a des politiques de sécurité, on se doit de les écrire, on se doit de les décliner en recommandations, guidelines et impératifs à mettre en œuvre par les entités. Et puis après, il faut pouvoir les mesurer. Vous faites la police aussi? On ne fait pas la police. On met juste les contraventions. On va dire ça comme ça. Plus sérieusement, on met en visibilité les anomalies. Les anomalies de conformité sont clairement mises en avant vers l'ensemble des propriétaires de comptes, sont mis en avant vers l'ensemble des RSSI. Ça veut dire que vous développez des outils qui vont prober, qui vont tester les comptes, qui ramènent ça, qui font des dashboards, etc. Alors, on a, au début, de par l'absence de maturité du marché, construit les outils correspondants. Et donc ça faisait du dashboarding, ça nous a permis de nous rassurer, ça nous a permis quelque part de rassurer également les RSSI quant à une bonne mise en œuvre et un bon respect des politiques. Derrière, on a vu une plus forte maturité apparaître sur les outils du marché. On a fait un choix, et le choix à l'époque c'était un choix de Prisma Cloud, de Palo Alto, qui nous a permis de monter à l'échelle. Et là, même principe, a besoin
d'ajustement de l'outil afin de coller au plus proche des politiques et donc de pouvoir mesurer, mettre en visibilité des RSSI, mettre en visibilité des CIO. Et là, c'était quelque chose d'absolument unique. C'est un peu un aparté ici, mais le cloud est, pour cet aspect, fondamentalement différent du data center. Je peux tout voir. Ouais, voilà, je suis omniscient. Dans le data center, on ne peut pas voir les membres de compliance. Savoir si effectivement il y a vraiment une connexion réseau à l'arrière du serveur ou pas, c'est qu'on peut faire l'inventaire une fois par an. Sur le cloud, tout cloud provider confondu, c'est la prochaine itération de config que j'aurai la mise à jour, et ça c'est dans les minutes. Et donc j'ai aujourd'hui une visibilité sur ma non-conformité qui est beaucoup plus forte sur le cloud que je ne pourrais l'avoir en data center. La remédiation automatique également ? Alors, je reviens sur cette logique de délégation aux entités. Et là, on a fait un choix. On a fait un choix de ne pas porter de notre côté l'élément de remédiation, donc de ne pas l'automatiser. On a mis en place des mécanismes de remédiation automatique pour celui qui le souhaitait, mais c'est à l'entité à l'activer. L'entité étant responsable de sa sécurité, c'est à elle également à se prémunir. Si je veux scaler, on revient sur la logique de bottleneck, je n'ai pas capacité à connaître l'ensemble des workloads de toutes mes entités. Je n'ai pas capacité à agir jour et nuit, à nouveau du Chili à Tahiti. Pour aller réparer les bêtises à gauche, à droite. Et donc, je ne vais pas, moi, porter une action au sein des comptes. Et ça, c'était un choix fort. Qui effectivement limite le champ d'action et qui demande d'autant plus un suivi de conformité parce que chacun est face à sa bonne conformité ou pas, entité par entité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui n'est pas délégable ? Alors, l'autre élément qui n'est pas délégable, c'est tout ce qui est lié à la construction de l'organisation. Alors, aujourd'hui, on a AWS Organisation qui est largement déployée, qui fait sens. Sur lequel on souhaiterait avoir plus de délégations intégrées, mais ce n'est pas là. Et dès lors, dès que l'on veut fournir une logique de self-service, dès qu'on veut fournir par exemple à une entité la capacité d'aller activer, désactiver une SCP sur un compte, on ne peut pas lui dire vas-y. Donc là, on se retrouve avec une logique d'intermédiation, avec un Cloud Center of Excellence qui va fournir l'outillage permettant à l'entité d'aller activer, désactiver ce genre d'éléments. Autre élément, c'est tout ce qui est lié à l'intégration dans le SI. On prend Identity Center. Je veux pouvoir porter des identités existantes aujourd'hui dans Okta vers AWS. L'intégration, je la fais une fois. Donc, généralement, chaque fois tout ce que je fais une fois n'est pas délégable. Là aussi, de par la complexité de la mise en œuvre, il y a une raison de pouvoir garder ça en centrale. Oui, c'est deux bons exemples. Le réseau et la gestion des identités, c'est typiquement des choses qui doivent être centralisées à un moment ou l'autre. Autre élément qui fait sens, ce sont tous les éléments liés au logging, à la capacité de suivi. Et donc, on va aller activer des éléments de type config, des éléments de type CloudTrail dans l'ensemble des comptes, et on ne va pas le rendre désactivable. Donc ça, à nouveau, c'est une prérogative d'un corporate pour s'assurer de la bonne traçabilité de ce qui se passe sur l'ensemble des comptes. Et vous remontez les logs dans un compte commun que vous gérez, cette business unit-là. Et donc, on a aujourd'hui une consolidation des logs qui est présente, et puis une mise en visibilité des logs correspondant à un compte particulier à l'entité correspondante. Et donc, ça, à nouveau, c'est prérogative d'un corporate. Autres éléments qui ne sont pas tellement de la logique de la prérogative, mais plus liés à l'optimisation. Pensons FinOps. J'étais un des premiers utilisateurs des savings plans, qui, quelque part, a été un élément accélérateur dans la migration cloud. Il y a plus de 3 ans déjà que les savings plans sont là. Je suis déjà en train de les renouveler après 3 ans. C'est un mécanisme qui, fondamentalement, génère du gain s'il est déployé à l'échelle de l'organisation. Et donc, nous sommes passés d'un modèle où chaque entité était responsable sur son périmètre,
pouvait poser des réservations, mais parfois le faisait, parfois ne le faisait pas, à un modèle où on s'est dit, au vu de ce qui est là, sur la masse, on a plus ou moins en moyenne 25% couverts par des réservations. Est-ce qu'on peut faire mieux ? La réponse a été oui. Oui, en fait, comme la facturation est agrégée, vous la voyez au niveau mondial pour l'ensemble des business units, vous pouvez mettre en place des mécanismes d'économie qui sont beaucoup plus effectifs que si chaque BU le faisait individuellement dans son pays. On joue la masse. Et jouer la masse, ça veut dire passer d'une couverture de réservation de 25% à une couverture à 90%. Le différentiel là entre les deux, eh bien, ça fait des millions. Ça fait des millions pour tous. C'est pas pour moi, c'est pas pour aller m'acheter des pizzas, c'est repasser vers les entités et ça accélère d'autant plus leur adoption du cloud. Donc ça, c'est pas un élément qui est contraignant de par une logique de gouvernance, mais c'est un élément qui est induit parce que oui, tout le monde a envie au final d'avoir sa facture qui baisse. Et ça aussi, c'est un élément qui, lui, par contre, est de l'ordre du Cloud Center of Excellence, c'est porter la facturation. Aujourd'hui, un point de contact entre NJ et AWS sur le sujet facturation, eh bien, c'est le corporate qui reçoit les factures, qui en redispatche les coûts, en ce compris les discounts, les optimisations, etc., vers les entités. Et ça, on ne sait pas s'en passer. Donc, il y a un mécanisme de chargeback interne. Alors, nous avons un mécanisme de chargeback interne plein et entier. Donc, si quelqu'un consomme 1 euro, il va se retrouver facturé 1 euro. Et là aussi, c'est beaucoup plus précis qu'un data center on-prem, puisqu'on peut aller au niveau de l'application ou de la ressource. Alors, ça le pourrait. Ça pourrait. Ça le pourrait. C'est quelque chose sur lequel on n'est pas encore très très bon aujourd'hui. C'est quelque chose que l'on fait aujourd'hui à l'échelle du compte. Et quelque part, ça aussi, ça rentre dans le modèle. La logique de la découpe entre le corporate et les entités est à la maille du compte. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on en a aussi 500. Une entité en a au moins 2, prod, no prod. Et donc, la facturation se fait à l'échelle du compte. Elle ne se fait pas tellement à l'échelle de la ressource, parce que ça serait tout simplement pas gérable. Derrière, à charge de l'entité, si elle le souhaite, d'aller plus fin, d'aller identifier les coûts à l'échelle de l'application. Et là, certaines le font. Avec des mécanismes traditionnels de tagging, Cost Explorer, etc. Alors, chacun son choix. On peut partir sur du tagging, on peut se le faire en morceaux de tarte, avec des clés arbitraires. C'est un sujet qui aujourd'hui est encore en cours d'évolution, je dirais. Et c'est un sujet sur lequel on a vu des prémices à reInvent, avec My Application, qui quelque part nous fournit une vision de quelle pourrait être la vision applicative à terme. Alors là, c'est une première version qui nous a été montrée là, mais effectivement, si on met en place une politique de tagging transverse à l'échelle de l'organisation, et c'est là effectivement qu'il y a un point d'attention, on pourrait retrouver une vue sur les coûts qui soit elle également par application. Mais, il y a un mais, et ce mais-là reste un mais un peu malheureux. Cela ne fonctionnerait que si on n'avait pas de savings plan. Oui, parce que sinon, comment redistribuer, c'est quoi la clé de répartition des savings plans? Malheureusement, Cost Explorer aujourd'hui, et là on rentre un peu dans la technique, mais c'est un peu l'objectif aussi, Cost Explorer aujourd'hui nous fournit des chiffres qui sont basés sur l'achat, qui ne sont pas basés sur la consommation. Et dès lors, si j'achète mes savings plans sur un compte, et puis que c'est un autre qui les consomme, les chiffres qui sont affichés sont totalement biaisés. Et ça, on le retrouve aujourd'hui encore dans cette première version de My Application. On le retrouve dans Cost Explorer. Et je crois que ça reste aujourd'hui un des éléments qui limite l'adoption de ces solutions natives. Et donc, on a aujourd'hui, dans le contexte du Cloud Center of Excellence, ce besoin de fournir des dashboards additionnels pour exprimer ces coûts. Et pour exprimer à chacun que oui, sa facture, ce sera autant, parce que ce qui est affiché aujourd'hui dans la console, ce n'est pas ce que je vais lui facturer.
Alors on a bien compris que les business units sont indépendantes, relativement autonomes. Il y a ce modèle de grand frère, de guidance que fournit ton groupe, qui est le Cloud Center of Excellence. Mais comment vous assurer qu'elles avancent finalement, qu'elles vont aller vers le cloud, les différentes business units, qu'il n'y en a pas qui vont rester derrière, soit par manque de temps, de compétences, on reparlera de training juste après, mais d'information, manque de désir, ou non, j'ai pas envie d'y aller. Comment est-ce qu'on amène tout le monde vers le cloud à l'échelle mondiale, comme ça, sur plusieurs pays? Alors, je ne vais pas parler de carottes et de bâtons. Je crois que c'est plutôt un élément de conviction qui est l'élément premier. Et puis, effectivement, il y a l'élément de formation. Mais partant d'un projet au suivant, parlant d'un succès au suivant, il y a un besoin d'animation. Il y a un besoin de contact avec une masse de collègues qui, progressivement, génère de l'appétence. Alors, comment avons-nous réalisé cela au sein d'Engie ? Eh bien, c'est un peu comme tes podcasts aujourd'hui. Toutes les semaines, tu as un podcast qui sort. Côté Engie, depuis 2016, depuis 2016-2017, il y a le webinar de Frédéric qui est là, qui sort non pas toutes les semaines, mais plutôt tous les mois et demi, tous les 2 mois, qui va reprendre les évolutions. Parce qu'effectivement, le cloud évolue vite, la baseline que l'on déploie sur les comptes évolue vite, les attentes, les raccords réseau, le DN, etc., tout ça évolue. Et donc, il faut pouvoir communiquer sur ces éléments-là. Et puis, il faut également mettre en avant les succès. Et donc, nous avons systématiquement, dans cette logique de webinar, une formule d'émulation, où chaque entité qui a un succès vient pouvoir la présenter aux voisins et dire, bah oui, j'ai pu faire cela. Et de l'un au suivant, on se rend compte que ça évolue. Que d'autres se disent, ah oui, je pourrais le faire également. Alors, ça n'est pas encore à générer de l'interaction en disant, ben, il a présenté quelque chose, je vais directement le prendre au téléphone et lui dire, est-ce que tu peux venir m'aider ? Mais en tout cas, ça donne des idées. Alors, l'autre élément, c'est plutôt l'élément de garder le tuyau plein, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, Move to Cloud, adoption du cloud, eh bien finalement c'est un ensemble de projets. C'est un projet après l'autre, et après encore le suivant, et après le suivant. Et donc c'est garder le tuyau plein qui est important, et tant qu'il est plein, si c'est pas lui, c'est le voisin. Et donc c'est plutôt un effet de masse qui est important, et là, soit par conviction, soit par obsolescence d'un certain nombre d'applicatifs sur l'on-prem, soit par calcul économique, comme quoi le data center, si on le fermait, ça coûterait moins. On a eu cette chance, et je crois que c'est vraiment de la chance, de pouvoir aligner, année après année, des projets de migration. Et donc, un projet de migration, c'est quoi ? C'est, pour donner un peu une idée de taille, c'est en entrée, 1 millier de serveurs sur un ou plusieurs data centers. En sortie, 500, 600 serveurs sur le cloud, où il y a une perte, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de choses qui ne servaient plus, qui étaient là, qui traînaient. Donc ça fait du nettoyage. Ça veut dire également une transformation à minimum de l'operating system pour se remettre à jour. Donc ça, c'est aussi une levée d'obsolescence. Et puis, c'est quelque part un nombre limité d'applications qui sont modernisées au passage. Et donc, on fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis on augmente progressivement les volumes. Et arrive le moment où arrive ce que les économistes appellent l'effet ciseau. C'est-à-dire ? L'effet ciseau, c'est tout à coup, mon data center, les ressources que j'y mets, coûtent plus cher que le cloud. Et là, on doit accélérer, parce que les derniers sont ceux qui éteignent la lumière, et ça coûte plus cher. Et donc ça, c'est le deuxième élément qui justifie du move to cloud, c'est une fois que l'un est parti, que le deuxième est parti, eh bien le troisième, le quatrième, le cinquième se disent, tout à coup, mes frais fixes sur ce qui reste commencent à devenir partie importante de la facture. Comment peut-on faire ?
Il y a un effet émulation aussi, tiens, les autres, mes copains des business units à côté, ils l'ont fait. Certainement. Alors, c'est un effet d'émulation, c'est un effet de modernisation, c'est un effet de, quelque part, se dire que je ne peux pas ne pas le faire, aussi. Je ne veux pas être le dernier qui reste on-prem. Il ne faut pas être le dernier qui éteint la lumière. Ouais. Mais à chaque fois, c'est quelque chose qui va varier entité par entité, pays par pays, sur base de plein de facteurs. Alors ça peut être l'obsolescence de mes machines, ça peut être la fin du contrat sur le data center, ça peut être un choix d'une solution SaaS qui rend obsolète tout à coup un ensemble de serveurs on-prem. Et donc ces éléments-là font qu'à un moment donné, une entité, pour de nouveaux besoins ou pour un reste d'existant, décide je vais y aller. Et généralement, quand elle y va vraiment. Et l'objectif, c'est y aller jusqu'au bout. Alors, c'est pas toujours possible. Certains sont contraints par des logiques régulatoires, par des besoins technologiques, de l'obsolescence, par un peu d'obsolescence, parfois des éléments tels que non, c'est trop gros, ça rentre pas. Il y a encore ça parfois qui peut arriver, et donc doivent garder une empreinte sur du on-prem, mais ça devient de plus en plus rare. Et on en gardera du on-prem. Le but n'est pas de le tuer totalement quand il est légitime et nécessaire. Mais c'est pas un projet de fermeture de data center, ça. Alors, il y aura des fermetures de data center. Mais c'est pas le but en soi, c'est ça que je veux dire. Le but en soi, c'est une modernisation de l'IT. Le but en soi, c'est rendre les choses agiles à nouveau. Et cela passe, dans un certain nombre de cas, par une fermeture de data center, qui, elle, acte le fait qu'on a retiré des coûts. Donc ça, c'est bien. Ça fait déplacer des coûts. Mais cet élément de visibilité cache parfois tous les éléments d'agilité qu'on va retrouver par ailleurs. Qui sont plus difficiles à mesurer, qui ne se voient pas sur une facture. Ça, c'est non mesurable, mais c'est d'autant plus à valeur ajoutée. Fermer des data centers, ça ne veut pas dire virer des gens non plus, c'est transformer les métiers de l'IT. Il faut toujours des gens pour gérer les bases de données, qu'elles soient dans le cloud ou qu'elles soient on-prem. Outre le groupe du Cloud Center of Excellence, il a fallu former aussi les personnels IT sur 30 pays et dans des dizaines de business units différentes. Comment est-ce qu'on approche cet aspect formation, montée en compétences, de nouveau à l'échelle globale de la planète ? Alors, c'est là qu'on se transforme en semeur. On prend des graines et puis on va aller semer des petites graines un peu partout. Et c'est là qu'on rentre sur le sujet de la formation, qui est clé, qui est essentiel, qui est quelque part indispensable pour pouvoir avoir une adoption du cloud qui soit ancrée dans les équipes. Et c'est un choix que je veux également mettre en avant dans le contexte NJ. Il y a un choix d'internalisation de la compétence. Il y a un choix de transformation, d'upskilling des personnes qui sont là, afin, non pas, comme tu pourrais le mentionner, de rendre le job inutile, non, c'est de le rendre plus intéressant. C'est de le rendre différent, avec cette nouvelle capacité créatrice qui parfois était un peu perdue dans des gestions de procédures en data center. Et ça, c'est une montée en training progressive qu'on a porté depuis 2017, première session en commun avec Training and Certification côté AWS, et qui aujourd'hui, et j'en suis vraiment fier, forme en moyenne 5 personnes par jour au sein d'Engie. Tous les jours. Voilà, en moyenne tous les jours, 5 personnes. Quelque part sur la planète. Quelque part sur la planète. Et effectivement, c'est pas qu'en France. Ça peut générer des difficultés, ça peut générer de l'effort de mise en œuvre, mais il est indispensable de passer par une forme de montée en compétences qui passe généralement par des sessions formelles de training pour pouvoir dire oui, je vais adopter de manière sereine. Et donc, on a sorti, un premier cours
Architecting en AWS il y a quelques années, puis on a fait 2, puis 3, puis 10. On les a fait en français, puis on les a fait en anglais, et puis on en a mis en espagnol, et puis on a étendu sur différentes time zones pour pouvoir adresser nos collègues, que ce soit à nouveau de Tahiti, du Chili, de l'Australie, d'Amérique du Nord. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on est au-dessus de 20 sessions organisées par an en training, avec une diversification progressive aussi. Oui, il n'y a pas que de l'architecte, il y a aussi du big data, du réseau, de la sécurité. Pour réussir à faire prendre la sauce, c'est pour dire, quelque part, c'est une recette de cuisine que je vais vous partager là, on a commencé par dire, oui, il faut prendre quelques volontaristes, quelques gars qui veulent changer le monde, et qui ont la tête bien faite. On les a mis dans une salle, on les a formés, on les a mis sur les premiers projets. Alors ça marche pour les 2 premières cohortes. Après, il faut partir sur quelque chose de plus large. Et donc, outre les 2 premières sessions de architecting en AWS, pour avoir des mindsets d'architectes, on a dû aller plus large. On a dû vivre avec la diversité des profils, la diversité des métiers, du SysOps, du SecOps, de la data et la profondeur également. Oui, on a commencé par les niveaux qu'on pourrait considérer comme étant un peu associés au niveau des certifications, et puis on a été vers le bas et vers le haut. Alors, organisant des Awesome Day pour vers le bas, organisant des Cloud Practitioners en termes de formation, proposant des formations sur des Architect Advanced, sur des spécialités sécurité, sur du réseau, sur du Big Data, etc. Et aujourd'hui, on essaye d'aligner au mieux ces besoins de formation par rapport à l'attente de nos collègues au travers d'une collecte de leurs besoins, et puis essayer d'ajuster au mieux, dans les limites budgétaires également, ces éléments de formation. Il y a beaucoup de gens qui passent la certification aussi. Plus de 250 personnes chez Engie sont certifiées, ont au moins une certification AWS. C'est quoi l'intérêt en interne? Parce que pour des consultants, des freelances, je vois bien, ça montre à mes clients mais en interne? Alors, c'est parti du modèle. À partir du moment où je souhaite baisser le centre de gravité, permettre à tout un chacun d'opérer son compte, où il est pleinement responsable de ce qu'il fait dedans, il est aussi légitime de demander une forme je ne veux pas dire de garantie de compétences, mais d'investissement et de compréhension du domaine. Et la seule façon objective que j'ai aujourd'hui pour pouvoir m'en assurer, c'est de demander aux gens, êtes-vous certifié? D'où, effectivement, un choix volontariste de pousser tout le monde à se certifier et une boucle de rétroaction. Donc, on va non seulement demander aux gens de se certifier, mais on va leur dire en plus, nous allons vous demander de nous fournir la confirmation de votre certification, et on va mettre en regard votre certification par rapport aux comptes AWS sur lesquels vous avez un droit administrateur. Et donc cela va faire un dashboard quelque part de risque opérationnel qui va être remonté au RSSI, au DSI, afin de pouvoir les mettre en responsabilité. Parce qu'au final, c'est l'organisation qui doit se transformer, c'est l'organisation qui doit être en capacité de mesurer son risque. Et là, pour moi, c'est un risque opérationnel comme les autres, d'avoir des gens qui sont compétents et donc, ici, dans ce cas présent, certifiés pour opérer ces workloads correspondants. Alors, tu l'as dit au début, les premiers projets, c'est de la migration de VM, et vous avez migré des milliers de VM, tu l'as dit tout à l'heure, mais il y a aussi cette vision cloud native, des applications qui sont nativement conçues pour le cloud. C'est quoi cette vision cloud native chez Engie? Alors, le cloud native, c'est plus une réflexion pour le futur. Donc, effectivement, on a passé pas mal de temps, pas mal d'énergie à migrer un existant. L'ambition derrière maintenant, c'est passer outre. Et passer outre, c'est construire de nouvelles applications en remplacement des anciennes. Et donc c'est dans un cycle de renouvellement, et ça prend du temps, qui consomment de manière plus directe des services managés. Et c'est dans ce sens-là que je vais appeler les choses cloud native. Parce qu'on peut retrouver plein de définitions sur Internet de c'est quoi cloud native. Pour moi, mon meilleur indicateur, mon meilleur proxy, c'est regarder ma facture.
et regarder finalement le ratio entre le compute, le stockage et puis le reste. Et donc aujourd'hui, chez Engie, le ratio c'est vers 40%. De compute ? Il reste 40% de compute stockage versus le reste. Et c'est dans le reste aujourd'hui que l'on voit la valeur. On voit que l'alignement métier va se faire non pas avec de la VM, qui est relativement indifférencié. L'alignement métier va se faire au travers de l'orchestration de services, principalement managés, qui sont également plus complexes. Et là, ça justifie également l'élément de formation. Et qui, aujourd'hui, déjà, me font, quelque part, 60% de l'empreinte. Donc si j'essaie de reformuler ce que tu viens de dire, si tu diminues ta facture, ton usage de C2EBS, ça veut dire moins d'usage traditionnel à la papa de VM et plus de services managés. Et donc c'est ce ratio que tu monitores comme proxy pour dire on va globalement vers une architecture cloud native. Oui, mais ça effectivement c'est à l'échelle d'un corporate et à l'échelle d'une masse d'entités qui chacune a sa propre ambition, ses propres applications, ses propres besoins. Donc c'est vraiment un indicateur macro. Après, effectivement, chacun va vouloir avoir sa mise en œuvre propre. Mais néanmoins, à l'échelle macro, c'est un indicateur pour moi qui est relativement pertinent. On pourrait en penser à d'autres. On pourrait se poser la question du ratio de mon volume d'infrastructure as code sur la masse. Mais celui-là, il est beaucoup moins simple à mesurer, par exemple. À moins d'aller mettre le nez dans tous les repositories Git de l'organisation. Là, malheureusement, on n'y est pas encore. Alors ça, c'est deux challenges sur lesquels le Cloud Center of Excellence d'Engie s'attaque pour 2024 et au-delà. Donc la migration vers du cloud native, et c'est souvent ce qu'on voit chez les clients. On passe d'un lift and shift traditionnel où on bouge des VM vers l'adoption de services managés, l'automatisation, donc l'infrastructure as code. Et puisqu'on est sur les challenges, et on va terminer par là, c'est quoi les autres challenges, les chantiers 2024 et au-delà? Alors, il y a des challenges qui sont quelque part déjà complétés, qui sont déjà matures. Il y a des challenges de type le FinOps, le SecOps, où là, nous avons atteint un niveau, je dirais, raisonnable, permettant une délégation. Donc, je mentionnais le réseau initialement, où quelque part, une fois que le sujet est mûr, la filiale IT est tout à fait pertinente pour les prendre. Ceux-là sont certainement dans ce domaine-là. D'autres nouveaux challenges qui apparaissent sont des challenges liés à la masse, liés à l'ancienneté d'usage. Et donc on va se retrouver sur des éléments de type résilience, de type observabilité, de type... pour donner quelques exemples. Aujourd'hui, le cloud fonctionne trop bien. Désolé. Ah, ça c'est rare. Le cloud fonctionne trop bien. J'ai certains collègues qui ne se rendent pas compte que le cloud peut tomber. Va tomber. Ou que des services spécifiques vont tomber. Et dès lors, remettre sur le métier les éléments d'architecture pour pouvoir les rendre plus robustes est nécessaire. Par exemple, des collègues peuvent se dire tiens, ça marche, j'ai jamais eu de panne depuis que je suis là, et on ne prend plus en compte cet aspect multi-ESI, par exemple, cet aspect résilience de l'architecture. Tout à fait. Et c'est là où il faut pouvoir, soit à l'échelle de l'infrastructure, soit à l'échelle de l'application, dire chiche, demander aux gens, testez-le, prouvez. Ça veut dire la mise en place de practices où on va aller détruire l'infrastructure volontairement pour voir comment ça réagit en termes de résilience. Je crois qu'on doit partir dans cette direction-là. Et j'étais extrêmement heureux de voir cette annonce à reInvent sur FIS qui nous permettait finalement de simuler la perte d'une ESI. Donc c'est clairement quelque chose qu'il faut demander sur un compte de non-production, évidemment, pour commencer, pour se faire la main. Mais voilà, c'est clairement ce type d'ambition qu'on veut mettre en avant. FIS, c'est Fault Injection Simulator ou service, j'hésite toujours, mais donc ce service qui permet d'injecter ou de simuler des pannes, enfin plutôt d'injecter des pannes de votre infrastructure pour voir comment elle réagit. Voilà, donc c'est un peu la version maison du Chaos Monkey de Netflix, qui jusqu'à peu pouvait planter une VM, pour dire les choses simplement, et là maintenant peut effectivement s'appliquer de manière plus large sur une ESI.
Ouais, fermer des sécurités groupes, changer des choses dans le DNS. Donc je préfère partir sur des logiques de rupture franche, et on a été suffisamment alerté dans la presse sur l'année écoulée, ou les 2-3 années écoulées, sur le fait qu'effectivement les data centers, ça peut prendre feu. Et se dire que non, finalement, ce type de scénario, il faut le prendre en compte. Ça, c'est le catastrophe, mais il peut y avoir des services individuels aussi qui tombent à certains moments ou qui sont qui ne répondent plus à certains moments, et donc il faut pouvoir prévoir cela. Donc en chantier résilience, réinjecter le concept de résilience auprès des BU. Oui, ça c'est vraiment un point sur lequel on va vouloir mettre de l'accent. D'autres éléments, c'est des éléments qui sont plus liés à pouvoir déployer aussi des bonnes pratiques, l'observabilité. Aujourd'hui, chacun se dit, oui, ça marche bien, est-ce que je dois observer ? Oui, il faut observer. C'est un peu le pendant de la résilience, c'est pouvoir collecter les métriques. Et là, à nouveau, c'est pas que sur les VM, c'est pouvoir collecter des métriques applicatives sur les VM certainement, mais sur les lambda aussi, sur mes RDS également, et donc sur l'ensemble des services managés, ce qui est un mindset tout à fait différent de ce qu'on peut penser dans un data center historique. Oui, là où on va déployer un agent et c'est l'agent qui collecte des métriques, maintenant il faut apprendre à collecter des métriques pour des choses où il n'y a pas d'agent aussi. Et ce sont des métriques de nature différente. L'autre point d'attention, c'est se projeter sur le on-prem résiduel. Parce que je l'ai mentionné, oui, on a fait beaucoup de move to cloud, mais il reste aujourd'hui une empreinte. C'est une empreinte qui, dans plein de cas, est tout à fait légitime. On aimerait bien pouvoir adopter là aussi les mêmes mécanismes de gestion que ce qu'on a aujourd'hui dans le cloud. On est très content d'opérer une VM dans le cloud. Comment faire pour opérer de manière similaire la VM on-prem ? Donc on pourrait imaginer des clusters Kubernetes hybrides ou du CloudWatch avec des agents on-prem. Je suis sur la simplicité avant tout. Et donc je dis Kubernetes quand on ne peut pas dire autre chose. Moi je suis plus sur essayons déjà de mettre du SSM sur tout ce qui reste afin de pouvoir récupérer la visibilité, cataloguer, pouvoir inventariser, vérifier l'état de patching, etc. etc. Autre ambition, il y a un sujet OT. À partir du moment où on se OT, dit... c'est donc c'est la partie Operational Technology. Donc c'est pas l'IT au sens je vais déployer un progiciel, c'est ce qui est plus proche du métier. Chez un énergéticien, on va retrouver ce qui va retomber vers la partie usine, pour reprendre ce mot-là. Récupérer ces informations-là, ça va demander également un mindset différent. Autant j'ai pu dire que oui, on a délégué, on a enablé, on a rendu tout possible. Oui, ça marche dans l'IT, ça. Par contre, si je veux regarder des workloads qui portent à de la production industrielle, on va peut-être prendre un mindset différent. On va peut-être pouvoir se dire, ah non, je ne vais ouvrir les services que quand c'est nécessaire. Je vais peut-être avoir un niveau d'assurance plus élevé que par défaut, parce que mon niveau de risque est également tout à fait différent. L'autre point que je peux encore mentionner sur 2024, c'est une réflexion, je dirais, sur l'obsolescence. L'obsolescence de quoi ? De tout. Non, mais je veux dire l'obsolescence dans le cloud ? Oui, du cloud. Et c'est pas dans le cloud, c'est l'obsolescence du cloud lui-même. Alors, c'est quelque chose qui est là de par la durée de l'adoption. On a commencé en 2016, on a commencé à déployer des VM, des services managés, et aujourd'hui on se rend compte que, tout comme sur le on-prem, on peut se dire, j'ai un Windows Server 2012, il faut que je le mette à jour parce qu'il est obsolète. Eh bien, la même chose s'applique sur tout. Et tout, c'est vraiment tout. C'est ma fonction lambda avec un runtime en Python, encore 2.7, un Node.js, c'est ma VM, c'est mes RDS avec mon MySQL. Des vieilles versions de MySQL. Aujourd'hui, et ceci, c'est vrai, tout éditeur cloud confondu, on a un flux quasi continu d'informations d'obsolescence qu'il faut traiter pour pouvoir garder les choses à jour. Et c'est quelque part un constat
qui est apparu cette année, qui n'était pas vraiment là parce que c'était pas encore arrivé à ce niveau où on arrivait à la date d'obsolescence. C'était peut-être plus visible sur tous les éléments de type container. Par exemple, tu mentionnais Kubernetes, et là, depuis un certain temps, les gens se rendent compte que faire monter la version du cluster, c'est une galère. C'est un vrai projet en tant que tel. Je dirais que c'est vrai pour tout service. Donc le mettre en visibilité, c'est important. Et c'est quelque chose que vous faisiez déjà on-prem. Qu'est-ce qui est nouveau dans le cloud? Alors il y a peut-être plus d'éléments, tu as mentionné Lambda, ça effectivement il n'y avait pas on-prem, mais mettre à jour ces bases de données, ces OS, patcher, c'est pas quelque chose que vous faisiez déjà et dont la procédure a été adaptée au cloud? Non. Et c'est dans la même logique que la partie résilience. Le cloud fonctionne trop bien, et donc on fait moins de résilience by design que sur le on-prem précédemment. Donc on a quelque part perdu des réflexes. Dans des réflexes. On a perdu du muscle quelque part là-dessus. Sur les éléments de type obsolescence, on est dans la même réflexion. On a déployé des choses relativement récentes, qui n'était donc pas sujet à obsolescence, donc on ne s'est pas retrouvé dans le même contexte, et donc on a pu oublier également. Mais cela est également lié à une différence d'ordre de magnitude. Si je parle on-prem, on était sur des dizaines de milliers de VM. Si je parle du cloud, on est sur des dizaines de millions d'assets. Et là, la diversité des assets et leur nombre fait qu'on a besoin de pouvoir regarder l'état d'obsolescence pour tous, et ça fait beaucoup. Mais dans ce modèle de délégation, c'est à vous, Cloud Center of Excellence, de mettre en place peut-être les outils de reporting, de dashboarding, de visibilité, mais c'est au BU de faire les mises à jour, mais c'est à vous de les éduquer pour le faire. Il faut le mettre en visibilité, il faut le mettre dans les budgets, il faut que chacun se rende compte qu'il en est responsable, et donc ça prend du temps. Voilà. Donc à nouveau, on revient sur l'élément de communication, d'enablement, de potentiellement mettre en place les scripts permettant d'identifier là où il faut faire des choses, et après ça sera à chacune des entités de poser la remédiation. Encore un ou deux chantiers en 2024? Alors, chantier 2024, qu'est-ce qu'il nous reste? Du pattern. Alors ça, c'est un élément qui touche également cette logique de délégation. Quand on pense au VM, pour reprendre un cas un peu bateau, historiquement, chaque entité avait sa façon de gérer les VM. Et donc, sa façon de patcher, sa façon de faire les backups, sa façon de porter une gestion de son IT, avait été mettre le tooling correspondant. Et donc, on avait une forte diversité en data center sur le on-prem, entité par entité. La migration vers le cloud fait qu'aujourd'hui, ces différentes VM, elles sont là, en grosse majorité sur le cloud. On a changé le centre de gravité. On a également les éditeurs cloud qui nous fournissent des solutions natives qui sont en grosse majorité suffisantes d'un point de vue qualitatif pour pouvoir être utilisées. D'où se pose la question, est-ce que j'ai encore besoin d'aller chercher ma solution de backup maison, ma solution de monitoring maison, etc., etc. La réponse, généralement, elle est non. Et là, à nouveau, revient dans le giron d'un Cloud Center of Excellence, l'enablement des entités, en fournissant les bonnes pratiques, les patterns, permettant de transformer des VM qui sont, je ne vais pas dire de briques et de braques, qui sont bien opérés, mais qui sont opérés de manière très variable, en quelque chose de beaucoup plus homogène. Et donc, ça, c'est un chantier qu'on a mené déjà depuis un an, pour lequel on fournit quelque part les templates permettant de, en utilisant les services natifs, d'avoir une bonne gestion de la VM. Et donc maintenant, il faut le déployer. Et donc ça demande d'aller au contact de chacune des entités, de justifier, d'expliquer, et donc de progressivement homogénéiser le parc. Alors ce que je dis là sur les VM est tout aussi vrai sur les Lambda, sur les Kubernetes, sur tout un tas d'éléments. C'est l'ensemble des éléments de l'infrastructure. Pour lesquels on sait que c'est pas forcément simple à gérer. Mais si on veut garder ce modèle de délégation et ce modèle d'enablement des entités, il faut leur fournir une assistance. On a vu trop souvent des clusters Kubernetes qui sont montés, qui sont là, et puis après on se dit mais comment ils fonctionnent, on ne sait pas très bien. Et donc il y a un besoin d'uniformisation, d'homogénéisation, de professionnalisation parfois de
de la façon d'opérer pour lequel fournir un pattern, fournir une façon de faire, une façon de bien sécuriser fait sens. Ça veut dire que dans le Cloud Center of Excellence, il y a de plus en plus d'architectes aussi qui mettent en place ces patterns, ces recommandations pour les business units. Oui, si on prend la notion d'architecte comme étant quelqu'un qui va jusqu'au fond du problème, c'est-à-dire fournir le cloud correspondant. D'accord, donc c'est plus que simplement un pattern, c'est également les mécanismes pour les mettre en place. Oui, c'est bien de parler en papier, c'est mieux de parler en code. Et donc, oui, l'architecte qui va nous dire comment bien faire du patching, il fournit le pattern de patching correspondant. Qui est un fichier CloudFormation la plupart du temps, ou un CDK ou quelque chose comme ça. Et donc ça va fournir le CloudFormation, le CDK, l'élément mis à disposition de la communauté, et puis après la traçabilité de son déploiement également, et le suivi de son adoption au niveau des différentes entités. Comment un grand groupe du CAC 40 démarre sa migration vers le cloud il y a plus de 8 ans? Pourquoi il la démarre et comment on se structure autour d'un centre, d'un Cloud Center of Excellence, c'est le mot que je cherchais, dans un modèle de délégation. Merci Frédéric pour ces explications super complètes et super intéressantes. Si tu as un dernier mot, un conseil pour tes collègues Head of Cloud dans des grands groupes internationaux en multi-business unit, multi-pays, multiculturels. Alors, si j'ai un mot de la fin, c'est de dire formez-les et ayez confiance. Vraiment, parce que c'est au travers de la confiance, c'est au travers de la mise en capacité qu'on génère la multiplication. Le faire soi-même, c'est bien, on sait qu'on peut le faire. Le faire, ça fait 1 x 10. Et donc ça génère une vraie accélération et de vrais succès derrière. Frédéric Poncin, Engie, Monsieur Cloud d'Engie, Head of Cloud Corporate d'Engie. Merci d'avoir répondu à ma question dans le podcast AWS en français. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.